Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du Plan, Madame, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues, je prends la parole aujourd'hui avec gravité, non pas pour revenir sur un affront personnel, mais parce que ce qui s'est passé hier dépasse largement ma personne. Hier, ce n'est pas Abdou Mbow qui a été humilié. Hier, c'est l'Assemblée nationale qui a été humiliée. Hier, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été piétiné. À vous, M. Ousmane Sonko, dont je conteste la légitimité politique et morale de présider cette institution dans les conditions qui ont conduit sa désignation par votre majorité mécanique, je veux dire une chose. La présidence de l'Assemblée nationale n'est pas un instrument de domination et de règlement de compte. C'est une fonction qui impose l'impartialité, la retenue et le respect du règlement intérieur. Hier, ici, au lieu d'être le garant des droits de tous les députés, celui qui a usurpé notre perchoir a choisi la domination de force. Au lieu de faire prévaloir le droit, il a laissé s'installer une logique de confrontation en envoyant lâchement des femmes qui m'ont attaqué. Parce que mais Ousmane Sonko, on ne saurait attendre plus de lui, tant son parcours est jalonné de violence et ses saillies n'ont épargné personne, jusqu'à atteindre nos chefs religieux, les gendarmes, les honnêtes gens de ce pays, en fait tous les Sénégalais. Aux députés de PASTEF, je veux dire qu'en vous donnant la majorité dans cette Assemblée nationale, le peuple sénégalais espérait une rupture comme vous l'aviez promis. Mais mal lui en a pris. Non seulement vous ne comprenez pas votre mission, mais vous passez votre temps à insulter, calomnier, dénigrer, maintenant tentative d'humiliation de vos collègues. Sachez que c'est peine perdue. Non seulement aujourd'hui, nous restons aujourd'hui plus que jamais déterminés à défendre la République, l'état de droit, la démocratie et les libertés. Monsieur le ministre, pour nous faire un débat d'orientation budgétaire, ce que nous dire, mooy mbiru dette cachée parce que l'ancien premier ministre limogé moo dugal Sénégal ci guuta ci ay affaire dette cachée ba pare bëgg ñëw fii nekk daw làqu Assemblée nationale moom du làq kenn parce que mënoo yow ñëw nga ne am nga 1,7 milliard de fonds politiques ne ko dërëx ba pare bëgg ñëw fii làqatu day leer muy benn bi mooy yow yaa géré suñu finance publique l'ancien ministre de la femme a détourné les deniers publics jox ko ay voyous et des bandits et des brigands il faut que mu leer beneen bi mooy Sénégal yàlla day àtte bëccëg noor ak kam ndax moom mi nga xam ne daw làqu la fii ci assemblée nationale dafa ne woon dette cachée la waxoon mu ñëwaat taxaw ci àdduna bi yépp ne moom il n'avait pas les leviers nécessaires pour apprécier mais de qui se moque-t-on? Ousmane Sonko kan la yàpp Ousmane Sonko dafa yàpp sénégalais yi. Pays de l'AES. Regardez déjà, depuis un certain temps, ce sont des communicants burkinabés qui ont commencé à faire la communication de notre frère Ousmane Sonko. Parce qu'il veut le présenter comme quelqu'un qui lutte obligatoirement contre la France. Je vous dis, ce débat, c'est un faux débat. Vous donnez aujourd'hui Ousmane Sonko président du Sénégal. Je vous dis, il ne pourra rien dire aux institutions internationales. Il va payer le crédit que son pays a pris. Il ne pourra rien dire. Il ne pourra rien dire. À part faire le populisme et autres, pour essayer de cacher certaines choses. Parce que là où nous sommes en train de partir, on part maintenant vers une déception. Parce que je vois certaines personnes qui sont de mettre en commentaire pour dire finalement, Ousmane Sonko est en train de nous démontrer qu'il ne peut jamais être président. Parce qu'il y a ce qu'un président ne dit jamais, il y a ce qu'un premier ministre ne dit pas de son président. Tu ne respectes pas le président de ton pays, comment tu voudrais que demain les gens te respectent? Dites-le moi. En Russie, Vladimir Poutine, voyant son mandat fini, permet que Medvedev devienne président. Pendant que le président Medvedev, mais tout le monde son hôte, exerçait le pouvoir là. Vous avez vu Vladimir Poutine se mêler de son pouvoir, lui donner des instructions, ou lui barrer de la lumière. Vladimir Poutine, en tant que premier ministre, était dans l'ombre. Malgré qu'il avait un pouvoir exceptionnel, il était dans l'ombre. Il servait le président. Mais c'est quoi ce peuple africain où le premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale ne veut pas respecter le président? Parce qu'il est mince, parce qu'il est doux, parce qu'il est... Mais ce monsieur que vous voulez humilier là, il a été secrétaire général de votre parti. C'est lui qui a pratiquement écrit tous les textes. C'est lui qui a mis toutes les bases de session. C'est lui qui a servi Ousmane Sonko jusqu'il était allé en prison. On a encore la vidéo. Pour dire cet homme que vous voyez, ils ont mis Ousmane Sonko dans une mystification. En 2 mots, il a expliqué la marmaille. On s'assoit, on établit un projet, puis on se dit, bon les gars, notre affaire a pris.
Mais il nous faut qu'elle... Ousmane Sonko, pourquoi il ne parle pas des 2 ans de gouvernance? Aujourd'hui, il faut qu'on parle sérieusement. Parce que là, beaucoup de Sénégalais commencent enfin à voir ton vrai visage politique. Et honnêtement, plus tu parles, plus tu te détruis toi-même politiquement. Parce qu'après tout ce que tu as dit hier, après tes déclarations sur le gouvernement, après ta phrase, si je le souhaitais, je ferais tomber ce gouvernement dès demain. Mais tu te rends compte de la gravité de cette phrase? Un homme qui aime réellement son pays, parle-t-il comme ça? Un homme qui veut protéger la stabilité du Sénégal, menace-t-il publiquement un gouvernement ici de son propre camp politique? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on découvre chez toi, ce n'est plus seulement de l'arrogance politique. Non, c'est une obsession du pouvoir. Et c'est exactement ce que beaucoup de Sénégalais commençaient déjà à dénoncer depuis longtemps. Parce qu'il faut rappeler une chose très, très importante. Tu étais Premier ministre du Sénégal. Premier ministre, on dit bien Premier ministre. Tu étais chef du gouvernement. Tous les ministres travaillaient sous ton gouvernement. Tu avais la majorité à l'Assemblée nationale. 130 députés sur 165 députés. Donc aujourd'hui, venir parler comme si tu étais bloqué, comme si tu étais victime du système, c'est une énorme mauvaise foi politique. Parce que dis-nous une chose simple. Qu'est-ce qui t'empêchait de gouverner? Tu avais le pouvoir exécutif, tu avais la majorité parlementaire, tu avais un président issu de ton propre camp, tu avais un peuple qui vous a donné une confiance énorme, tu avais des militants mobilisés, tu avais toutes les institutions derrière vous. Donc aujourd'hui, où sont les résultats? Parce qu'au lieu de parler des réalisations, qu'est-ce qu'on entend depuis 2 ans? Des discours, des dénonciations, des audits, des histoires de dettes cachées, des conférences de presse, des accusations, des promesses, des réformes économiques, des discours sur la souveraineté, des annonces sur les contrats miniers et gaziers et surtout des tensions politiques permanentes. Toujours en fait des promesses. Il n'y a rien qui a été fait. Mais le peuple sénégalais ne mange pas des audits. Le peuple ne vit pas avec des discours. Le peuple ne paye pas ses factures avec des conférences de presse. Le peuple veut des résultats concrets. Et c'est là qu'on voit la différence avec Macky Sall. Qu'on aime Macky Sall ou pas. Je vous ai dit, je ne fais pas des éloges de Macky Sall. Mais dès ces premières années, il y avait déjà des actions visibles. Ces 2 premières années, je vous dis, il avait fait CMU. Vous savez tous c'est quoi CMU au Sénégal? La couverture maladie universelle. C'est Macky Sall. Bourse familiale. Il l'a fait. Baisse de certains prix. Il l'a fait. Lancement du plan Sénégal émergent. Tout ce que vous avez vu qui a été construit là, ce sont des projets qui ont été signés dès ces 2 premières années. Réduction du train de vie de l'État. Il a diminué tout. Début des grands projets. Il y avait une direction claire. Mais avec toi, Sonko, qu'est-ce qu'on retient surtout? Les conflits, les tensions, les attaques, les rapports de force, la guerre politique et surtout ton obsession du contrôle. Parce qu'en t'écoutant, ton discours d'hier, tout tourne autour de quoi? Les ministères, les portefeuilles de souveraineté, le contrôle du gouvernement, le contrôle des décisions, le contrôle des hommes. Même ta manière de parler au président Diomaye Faye est choquante. Et les Sénégalais, vous aimeriez bien que votre président soit parlé ainsi. On dirait que tu parles à quelqu'un qui te doit quelque chose. Comme si le président devait demander ton autorisation avant de gouverner. Mais dans quelle démocratie normale un ancien premier ministre parle comme ça au président élu du pays? Et quand tu dis, nous ne pouvons pas entrer dans un gouvernement sans avoir au moins la moitié des portefeuilles ministériels. Mais attends. Donc finalement, le problème c'est quoi? Le Sénégal ou le partage du pouvoir? Dis-nous. Parce qu'un vrai patriote cherche d'abord la stabilité du pays. Mais toi, dès que tu ne contrôles pas totalement le système, tu entres dans la confrontation. Et c'est exactement là que beaucoup de Sénégalais commencent à comprendre pourquoi certains développent aujourd'hui une vraie colère contre toi, même une haine. Vraiment, beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui te soutenaient commencent à avoir une colère, une haine envers toi. Parce qu'en politique, oui, on peut être opposant. Ça, on ne nie pas. Oui, on peut ne pas partager les mêmes idées. Oui, on peut voter différemment. Mais là, ce n'est plus seulement une question politique. Le problème, c'est cette impression permanente que tu donnes. Comme si le Sénégal tournait autour de toi. Comme si le Sénégal t'appartenait. Comme si sans toi, rien ne pouvait fonctionner. Comme si toi seul représentais le peuple. Et cette arrogance devient insupportable pour beaucoup de Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens regardent Diomaye Faye, ils voient quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, quelqu'un qui essaie de protéger les institutions, quelqu'un qui parle avec retenue, quelqu'un qui donne une image présidentielle. C'est ça qu'on retient, vraiment. Alors que toi, de plus en plus, tu donnes l'image d'un homme en guerre permanente contre tout le monde. Et ça prouve une chose, on peut appartenir au même parti, mais pas avoir du même mentalité pour gouverner un pays. Diomaye semble vouloir stabiliser le Sénégal. Toi, tu sembles vouloir contrôler le Sénégal. Et c'est très différent. Parce qu'un dirigeant responsable cherche l'apaisement. Mais toi-même, après avoir quitté la primature, tu continues les tensions. Et ta phrase, si je le souhaitais, je ferai tomber ce gouvernement dès demain. Cette phrase est extrêmement grave. Parce qu'elle montre quoi? Qu'au fond, tu considères que le pouvoir réel
t'appartient, que tu peux tout bloquer, que tu peux tout casser, que tu peux mettre le pays sous tension si tu le décides. Mais un homme d'État ne parle pas comme ça. Un homme d'État protège son pays, même quand il est en désaccord. Et aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais comprennent enfin que tu es peut-être beaucoup plus... Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Est-ce que tu avais écouté ça? Et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République? La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne faut pas prendre le texte, regarder article par article et dire que non, je ne veux plus déclarer mon patrimoine. Alors, je suis sûr que tu n'avais pas écouté ça. Ousmane Sonko a profité pour expliquer, pour déballer l'incongruité, l'incohérence de Diomaye Faye. Il faut écouter avec beaucoup d'attention. Ça va te servir. Merci. On écoute ensemble. Merci beaucoup. Je voudrais dire quelques mots à l'endroit des Sénégalais, puisqu'étant un témoin privilégié de tout ce processus depuis le début. Monsieur le ministre garde des Sceaux a rappelé le processus, d'autres l'ont fait. Ça n'a pas démarré avec le dialogue politique. Ça a démarré avec notre serment politique en 2014. Les engagements qui viennent d'être intégrés dans la Constitution adoptée ont traversé tout le parcours politique, nos engagements, aux élections législatives de 2017, à la présidentielle de 2019, dont j'étais le candidat, aux différentes échéances de 2022, jusqu'à l'élection présidentielle de 2024 et l'élection législative de 2024. Le président de la République a souhaité convoquer un dialogue national. Certains veulent nous faire croire qu'il faut institutionnaliser avant toute réforme, avant toute expression du pouvoir constituant, il faut convoquer. Et ceux qui en font un droit, eux-mêmes ne constituent qu'une minorité dans le pays. À quoi sert un système démocratique qui permet à tout citoyen d'aller à la conquête du suffrage universel, d'avoir une majorité parlementaire et de pouvoir exercer un pouvoir constituant dérivé? Si ce pouvoir devait être exercé par d'autres citoyens non investis d'une quelconque légitimité sous le couvert de la société civile ou de partis politiques. Le dialogue est important, mais il n'est pas institutionnel. Ce dialogue a existé. Le président a souhaité convoquer. Et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui m'intéresse. Comme il a fait lui-même. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui veut être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement dans la Constitution de 2001 même procédait de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République, ce qui n'a pas été fait. Donc il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le Premier ministre. Donc s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher, en tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. Mais je disais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est effectivement parce qu'il n'y a pas eu ces échanges-là qu'on n'a pas, qu'il y a des aspects que vous avez relevés tout à l'heure avec pertinence qui n'ont pas été ressortis. Mais la logique reste qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions, et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Je pense que ces 2 dernières années-là, l'essentiel de tout ce qu'on a connu au Sénégal est dû à des décisions de justice. On en est arrivé même, pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire, que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées. Parce qu'on était juste dans une logique d'adversité et de liquidation d'un adversaire politique, que le président, qui est le patron de l'exécutif et donc de l'administration, a dit à... La déclaration d'Ousmane Sonko nous permet d'élaborer un certain nombre de réflexions et de tirer un certain nombre de leçons. D'abord, je voudrais vous dire très clairement que pour ma part, la déclaration d'Ousmane Sonko me semble très proche de la vérité. La vérité qu'aucun d'entre nous ne possède dans l'absolu, y compris dans cette affaire. Pourquoi je pense que la vérité se trouve probablement, que disent certainement dans les propos rapportés ici d'Ousmane Sonko, c'est parce que ces propos permettent de comprendre pourquoi lui, qui était le candidat naturel de PASTEF,
lui qui était le candidat incontesté de PASTEF et qui demeure aujourd'hui l'homme politique le plus populaire du Sénégal, ceci permet de comprendre pourquoi il a accepté de renoncer à ce qui était son avantage et son droit. Parce que si Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'avait pas promis en retour à Ousmane Sonko qu'il obtiendrait plus en le laissant assumer le premier mandat, je ne vois pas pour quelle raison Ousmane Sonko, dont on connaît le caractère, aurait accepté de céder sa candidature. Écoutez bien mon raisonnement. Je crois. On réécoute cette partie. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. J'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je lui dis, vous n'êtes pas président de PASTEF. On peut s'agiter, soudoyer une partie de la presse, annoncer ce qu'on veut, lundi de tous les dangers à l'Assemblée, ça va brûler, rien ne bougera dans ce pays, rien, absolument rien. Rien ne bougera. Parce que nous sommes gardiens et garants, nous nous portons garant en tant que formation politique majoritaire, ayant la popularité qu'il faut, ayant la jeunesse avec nous, nous nous portons garant pour la stabilité de ce pays. Rien ne bougera. Ousmane Sonko est devenu aujourd'hui l'un des hommes politiques les plus arrogants, les plus agressifs et les plus contradictoires de la scène politique sénégalaise. Et après avoir écouté tout son discours, honnêtement, je comprends encore mieux pourquoi beaucoup de Sénégalais développent aujourd'hui une énorme haine, colère contre lui. Parce qu'il faut analyser ces mots un par un. Son discours d'hier, vous l'avez tous écouté. Chaque phrase montre une chose. Cet homme ne supporte pas de ne pas contrôler totalement le pouvoir. Quand il dit, parce que les partis majoritaires, qu'est-ce que vous mettez sur la table? Déjà là, regardez la manière de parler. On dirait un homme qui négocie un contrat commercial, pas un homme qui parle du destin du Sénégal. Ensuite, il dit, si on s'engage, c'est nous qui allons nous coucher en politique ou gouverner. Donc en réalité, ce qui l'intéresse d'abord, c'est le rapport des forces politiques. Ce n'est pas la stabilité du pays, ce n'est pas l'intérêt national, c'est qu'est-ce qu'on gagne politiquement. En plus, il parle. Et plus il parle, plus on sent une obsession maladive du contrôle. Quand il dit « je ne vois pas la réforme politique », mais attends, tu étais Premier ministre, tu étais chef du gouvernement, tu faisais partie du pouvoir, tu avais l'exécutif avec toi, tu avais les moyens d'agir. Donc aujourd'hui, venir parler comme un opposant extérieur au système, c'est une énorme mauvaise foi. Et ensuite, écoutez bien cette phrase, hein, aucun exécutif politique. Celui que j'ai vu hier, Klinini, il a fait exactement le contraire. Il n'avait pas le temps de s'occuper des problèmes des Sénégalais pendant 2 ans. Ah non, il dit qu'on doit s'occuper des problèmes des Sénégalais. Il dit que les Sénégalais, dañu sonn. Xam nga lan moo ma jaaxal. Tu sors de 2 ans de primature et tu constates que les Sénégalais sont fatigués. loolu jaaxalu la. Yow bi ngay ñëw en 2024 tu étais censé alléger les souffrances des Sénégalais. Hein? 2 ans après, tu dis que les Sénégalais sont fatigués. Et tu as été Premier ministre pendant 2 ans. Cherche l'erreur. Tout le monde aurait dû dire que les Sénégalais sont fatigués, sauf lui. Parce que lui, quand il arrivait à la primature, sa fonction était d'alléger les souffrances des Sénégalais. Et ouais, t'es magnifique. Non, mais attends. Mais bon, tu sais pas, ce que j'ai pas compris, c'est le même cas que Abdou Diouf, 10 ans Premier ministre. 3 mois après, il dit qu'il y a et que 10 ans Premier ministre. Et que nous avons quoi. Tu l'as créé. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 ans? Qui notre monde, qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 ans? Surtout qu'il a bien travaillé, selon lui. Et les Sénégalais sont fatigués. Et les ministres ont très bien travaillé. Wow. Ouais. Et les Sénégalais sont fatigués. Mais en fait, et les ministres qui sont restés dans le gouvernement n'ont pas bien travaillé. C'est ça, c'est la classe des redoublants. Non, ils sont passés en classe supérieure. Non, mais les ministres qui sont restés dans le gouvernement n'ont pas bien travaillé. De son point de vue. Au Sénégal, ce matin, nous notons de grandes manifestations de la population suite à l'adoption de nouvelles lois imposées par l'Assemblée nationale du Sénégal avec à la tête son président Ousmane Sonko. Ce n'est pas seulement au Sénégal, nous avons les gens, les Sénégalais de la diaspora aussi qui manifestent leur mécontentement traitant Ousmane Sonko de dictateur. La famille restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les faits et l'opinion de la population. Une élue accuse le président de l'Assemblée d'avoir envoyé des femmes l'attaquer en pleine séance. Et ce n'est que le début d'une journée qui va faire trembler les finances publiques d'un pays entier. Ce jour-là, dans l'hémicycle, l'ambiance n'a rien d'un débat budgétaire ordinaire.
On y parle de milliards de francs CFA, de pétrole, de gaz, de routes, d'agriculture. Mais avant même que les chiffres ne soient posés sur la table, c'est une toute autre bataille qui s'impose. Celle des égos, des accusations et d'un incident qui, selon plusieurs députés, a dépassé les bornes du règlement intérieur. Une députée prend la parole. Sa voix est grave, posée, mais chaque mot pèse une tonne. Elle ne parle pas d'un simple désaccord. Elle parle d'humiliation. Elle affirme que ce n'est pas elle qui a été visée la veille, mais l'institution tout entière. Selon elle, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale aurait été, dit-elle, littéralement piétiné. Et la cible de son intervention est claire. Le président de l'Assemblée nationale lui-même. Elle conteste ouvertement sa légitimité à occuper ce fauteuil, évoquant des conditions de désignation qu'elle juge contestables, obtenues selon elle par le jeu d'une majorité mécanique. Pour elle, présider l'Assemblée n'est pas un totem de pouvoir. C'est une fonction qui exige l'impartialité, la retenue, le respect strict des règles. Or, dit-elle, la veille, au lieu d'incarner cette impartialité, le président aurait laissé s'installer une logique de confrontation. Pire, elle l'accuse d'avoir laissé, ou même orchestré, l'envoi de femmes pour s'en prendre physiquement à elle en pleine séance. Une accusation grave. Une accusation qui, si elle est vraie, change complètement la nature de ce qui se joue dans cette assemblée. Et la députée ne s'arrête pas là. Elle évoque le parcours du président, qu'elle qualifie de jalonné de violence verbale, rappelant que ses propos n'auraient épargné, selon elle, ni les chefs religieux, ni les gendarmes, ni même l'ensemble des citoyens sénégalais. Une charge frontale, prononcée devant les caméras, devant les collègues, devant le ministre des Finances lui-même, venu présenter le débat d'orientation budgétaire. Puis elle se tourne vers la majorité au pouvoir. Elle leur rappelle une promesse, celle de la rupture. Le peuple, dit-elle, leur a donné la majorité pour changer les choses. Mais selon elle, cette majorité aurait échoué à comprendre sa propre mission, préférant, dit-elle, insulter, calomnier, dénigrer, plutôt que gouverner. Elle conclut sur une note de défi: peu importe les tentatives d'intimidation, son camp restera déterminé à défendre l'état de droit, la démocratie, les libertés. Une phrase choc, presque un slogan de résistance, lancé en pleine session budgétaire. Mais l'intervention ne s'arrête pas à la politique institutionnelle. Elle glisse vers un terrain encore plus sensible, l'argent public. Elle évoque un ancien Premier ministre. Elle évoque une somme, 1700 millions de francs, liés selon elle à des fonds politiques. Elle mentionne une ancienne ministre de la Femme qu'elle accuse d'avoir détourné des fonds publics. Des mots lourds prononcés à la tribune sous le regard du ministre des Finances, du budget et du plan, venu pourtant parler d'un tout autre sujet. Les 3 prochaines années de politique budgétaire du pays. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, au fond, dans cette session. D'un document qui va orienter les choix économiques du Sénégal pour 2027, 2028 et 2029. Un document qui parle de pétrole, de gaz, de routes, d'agriculture, de santé. Un document sur lequel, budget après budget, se joue l'avenir de millions de Sénégalais. Et c'est là que les chiffres commencent à tomber. 703 milliards de francs CFA. C'est le montant total des recettes attendues du secteur des hydrocarbures sur les 3 années à venir. 397 milliards prévus pour 2027. 168 milliards pour 2028. 137 milliards pour 2029. Des chiffres qui, à première vue, semblent colossaux. Le Sénégal, désormais producteur de pétrole et de gaz, s'apprête à recevoir des sommes que le pays n'a jamais connues dans son histoire budgétaire récente. Mais un député soulève immédiatement une question qui dérange. Ces prévisions sont-elles seulement crédibles? Il rappelle un chiffre troublant. La douane nationale, à elle seule, aurait recouvré plus de 350 milliards de francs CFA en seulement 4 mois, entre janvier et fin avril de l'année en cours, rien qu'avec les droits de douane et les impôts. Alors, s'interroge-t-il, comment se fait-il que les recettes pétrolières et gazières, censées transformer l'économie du pays, plafonnent à 703 milliards sur 3 années entières? Sa conclusion est sans détour. Il est temps, dit-il, de renégocier les contrats. Une phrase qui va faire trembler bien plus que l'hémicycle. Car parler de renégociation des contrats pétroliers et gaziers, c'est toucher à des accords internationaux, à des multinationales, à des équilibres diplomatiques soigneusement construits depuis des années. Le débat vient à peine de commencer, et déjà, il porte en lui 2 bombes à retardement. Une bombe politique, les accusations d'humiliation, de violence, de détournement de fonds visant des personnalités de premier plan. Et une bombe économique. La question de savoir si le Sénégal touche vraiment ce qu'il devrait toucher de ses propres ressources naturelles. Mais ce n'est que le début.
Car derrière ces échanges d'âge tendus se cache un projet bien plus vaste, un projet de société. Le gouvernement annonce des engagements chiffrés pour l'équité territoriale. 1500 milliards de francs CFA programmés sur 3 ans. De quoi désenclaver des villages entiers, construire des routes jusque dans les zones les plus reculées, transformer l'agriculture, renforcer la santé et l'éducation. Un député insiste particulièrement sur l'agriculture. Il évoque des bassins spécifiques, des zones précises du pays où l'irrigation et la maîtrise de l'eau sont, selon lui, plus urgentes que de simples subventions ponctuelles. Il veut des infrastructures durables, pas des solutions de façade. Puis vient le tour d'une autre voie, plus posée, plus tournée vers l'avenir. Une élue prend la parole non pas pour attaquer, mais pour recentrer le débat sur l'essentiel, les populations. Elle parle des femmes, celles qui, dit-elle, portent l'économie et les familles du pays dans le silence. Les agricultrices, les commerçantes, les transformatrices, les mères de famille. Elle rappelle que chaque ligne budgétaire votée doit être pensée pour elles. Elle salue les efforts annoncés en matière de santé, mais avertit, une bonne politique de santé ne se mesure pas seulement au nombre d'infrastructures construites. Elle se mesure à l'accès réel aux soins, à la disponibilité des médicaments, à la présence de personnel qualifié dans les zones rurales les plus isolées et à la capacité des familles modestes à se soigner sans s'endetter. Elle évoque aussi les plus vulnérables, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les veuves, les enfants en situation de précarité. Pour elle, la consolidation budgétaire est nécessaire, mais elle ne doit jamais se faire au détriment de la protection sociale. Les dépenses sociales, dit-elle, elles ne sont pas une charge. Elles traduisent les valeurs de solidarité d'une nation. Et puis, elle glisse vers un sujet qui la touche particulièrement, les femmes rurales. Celles qui produisent, transforment, nourrissent le pays, mais qui peinent encore à accéder au foncier, au financement, aux équipements, au marché. Pour atteindre la souveraineté alimentaire, insiste-t-elle, il faut leur donner plus de moyens et plus de confiance. Elle termine sur une phrase qui résonne comme un avertissement à tous les collègues présents. Dans 3 ans, les citoyens ne demanderont pas combien de documents ont été adoptés à l'Assemblée. Ils demanderont simplement si leur vie s'est améliorée. Une phrase simple, mais une phrase qui pèse plus lourd que tous les chiffres énoncés jusque-là. Car c'est bien là que se joue l'avenir de ce débat budgétaire. Entre les accusations, les tensions politiques, les sommes colossales promises pour le pétrole et le gaz, et la réalité du quotidien de millions de Sénégalais qui, eux, ne lisent pas les rapports d'audition ministérielle. Alors la question reste en suspens, et elle va hanter toute la suite de cette séance. Ces 703 milliards de recettes pétrolières et gazières vont-ils vraiment se transformer en routes, en centres de santé, en écoles ? Ou vont-ils rester, comme le craignent certains, de simples chiffres sur un document que personne ne viendra jamais vérifier sur le terrain ? La réponse, elle, va se jouer dans la suite des débats, et ce qui va suivre est encore plus explosif que ce que vous venez d'entendre. 1er juillet, 1h44. Olavicib, 350 milliards recouvrés par la douane en 4 mois. 703 milliards promis par le pétrole et le gaz sur 3 ans. Un seul de ces 2 chiffres devrait suffire à transformer un pays. Alors pourquoi les 2 ensemble sèment-ils autant de doutes dans l'hémicycle ? Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Le ton est donné. D'un côté, des accusations personnelles d'une rare violence entre élus, et de l'autre, un débat économique qui touche directement à l'avenir énergétique du pays. Et c'est précisément ce deuxième volet qui va occuper le cœur de cette suite. Le ministre des Finances, du Budget et du Plan reprend la parole. Face à lui, des députés qui veulent des réponses claires, pas des formules diplomatiques. La première question qui revient, encore et encore, c'est celle des contrats pétroliers et gaziers. Le Sénégal est devenu producteur, c'est un tournant historique. Mais un tournant historique, cela s'accompagne d'attentes immenses. Et ces attentes, pour l'instant, ne semblent pas totalement comblées aux yeux de certains parlementaires. Un député revient à la charge sur la comparaison qui dérange. Comment se fait-il qu'en 4 petits mois, la douane nationale, à travers les droits de douane et les impôts, ait recouvré plus de 350 milliards de francs CFA, alors que les recettes pétrolières et gazières projetées pour toute l'année 2027 s'élèvent à 397 milliards ? Le calcul, dit-il, ne tient pas. Pas pour un pays qui vient de découvrir des gisements que le monde entier observe avec attention. Sa demande est limpide, renégocier. Renégocier les contrats signés avec les compagnies internationales. Renégocier les termes de partage des revenus. Parce que, insiste-t-il,
Un pays producteur de pétrole et de gaz ne peut pas se permettre de toucher une part aussi modeste de ses propres ressources, pendant que les multinationales, elles, engrangent les bénéfices ailleurs, loin des radars de la représentation nationale. C'est un sujet explosif. Parce que toucher au contrat pétrolier, ce n'est pas juste une ligne budgétaire à ajuster. C'est un bras de fer potentiel avec des partenaires internationaux, des enjeux diplomatiques, des équilibres économiques fragiles. Mais pour les députés qui portent cette demande, le message est clair. La souveraineté énergétique du Sénégal ne doit pas rester un slogan. Elle doit se traduire en milliards concrets, réinvestis dans le pays. Et c'est justement sur ce point que le gouvernement tente de rassurer. Le document présenté à l'Assemblée détaille un plan d'investissement massif. 1500 milliards de francs CFA sur 3 ans, destinés à l'équité territoriale. Concrètement, cela veut dire des routes construites jusque dans les zones les plus enclavées du pays. Cela veut dire des infrastructures agricoles renforcées. Cela veut dire une attention particulière portée à l'enseignement et à la santé, y compris dans les régions les plus reculées. Un député insiste sur un point précis, la maîtrise de l'eau. Il ne veut pas de subventions ponctuelles, distribuées une fois puis oubliées. Il veut des infrastructures durables, des systèmes d'irrigation pensés sur le long terme, capables de transformer réellement la productivité agricole de certaines zones du pays, notamment dans des bassins spécifiques qu'il connaît bien pour les représenter directement. Puis le débat prend une tournure plus large, presque philosophique. Une élue rappelle que ce document de planification budgétaire n'est pas qu'une accumulation de chiffres. C'est un contrat moral avec la population. 3 ans, dit-elle, c'est le temps nécessaire pour transformer durablement la vie des citoyens, à condition que les choix budgétaires soient les bons. Elle salue les ambitions affichées dans le rapport des auditions ministérielles, mais prévient, désormais, la responsabilité des élus est de s'assurer que ces ambitions se traduisent dans résultats concrets, palpables, mesurables dans le quotidien des Sénégalais. Elle revient sur les femmes rurales, sur les personnes vulnérables, sur la nécessité de territorialiser non seulement les investissements, mais aussi la justice sociale elle-même. Chaque région, insiste-t-elle, doit bénéficier d'un accès équitable aux soins, à la protection sociale, aux opportunités économiques. Pas seulement les grandes villes, pas seulement les zones déjà favorisées. Et puis, elle prononce une phrase qui résume tout l'enjeu de cette nouvelle ère pétrolière et gazière pour le pays. Ces ressources doivent être prioritairement financer des investissements utiles aux populations, des centres de santé, des maternités, des forages, des infrastructures rurales, des programmes d'autonomisation pour les femmes et les jeunes. C'est peut-être la phrase la plus importante de toute cette session, parce qu'elle pose, en creux, la vraie question qui traverse ce débat depuis le début. À quoi vont réellement servir les 703 milliards de francs attendus du pétrole et du gaz ? Vont-ils financer des routes que les habitants emprunteront chaque jour, des centres de santé où une mère pourra accoucher en sécurité, ou vont-ils se perdre dans les méandres administratifs, loin des villages qui en ont le plus besoin ? Pendant ce temps, les accusations politiques continuaient de planer sur la séance. Le nom de l'ancien Premier ministre revient. Le chiffre de 1700 millions de francs liés à des fonds politiques est de nouveau évoqué. L'ancienne ministre de la Femme, accusée d'avoir détourné des fonds publics, est de nouveau citée. Des mots graves, prononcés sans détour, devant l'ensemble de l'hémicycle et devant les caméras. Ces accusations, il faut le rappeler, restent des déclarations portées par des élus dans le cadre d'un débat parlementaire vif. Elles n'ont pas été établies comme des faits par cette vidéo. Mais leur simple évocation, dans un moment aussi solennel qu'un débat d'orientation budgétaire, montre à quel point la confiance entre les différents camps politiques est aujourd'hui fragilisée. Alors, au milieu de ces tensions, une question demeure. Comment un pays peut-il se projeter sereinement sur 3 années de développement avec des investissements aussi ambitieux dans l'agriculture, la santé, les infrastructures rurales, si le climat politique qui entoure ces décisions reste aussi électrique ? C'est peut-être là la vraie leçon de cette séance. Les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, 703 milliards de pétrole et de gaz, 1500 milliards pour l'équité territoriale, 350 milliards recouvrés par la douane en quelques mois seulement, ne suffisent pas à eux seuls à transformer un pays. Il faut aussi la confiance. Il faut la transparence. Il faut que chaque franc promis à la tribune se retrouve un jour, concrètement, dans la vie d'un village, d'une mère de famille, d'un agriculteur, d'un enfant qui va à l'école. Et c'est exactement le défi que devra relever ce budget 2027 à 2029. Un défi économique avec des ressources pétrolières et gazières inédites à gérer intelligemment. Un défi social avec des engagements immenses envers les femmes, les personnes vulnérables,
le monde rural, et un défi politique, celui de restaurer un minimum de sérénité dans une Assemblée nationale où, visiblement, les blessures sont encore à vif. Dans 3 ans, comme l'a rappelé une élue au cours de cette séance, personne ne demandera combien de documents ont été votés. On demandera simplement si la vie s'est améliorée. C'est cette question, plus que n'importe quel chiffre budgétaire, qui devrait rester gravée dans l'esprit de chaque parlementaire, de chaque ministre et de chaque citoyen qui suit, de près ou de loin, l'avenir économique de son pays. L'histoire de ce budget ne fait que commencer. Et la suite, celle de sa mise en œuvre réelle sur le terrain, sera sans doute encore plus déterminante que ce débat lui-même.